Fermez les yeux, imaginez, vous roulez dans votre ville tranquillement. À chaque carrefour, sans le savoir, vous laissez une trace. Une plaque enregistrée, une heure, une position. Rien de plus banal, une miette numérique direz-vous. Mais des millions de miettes, ça raconte une vie entière, la vôtre. Derrière ce scénario, il y a un nom, Flock Safety, une entreprise partie d'une idée simple, retrouver les voitures volées, et qui, en quelques années, a bâti l'un des plus vastes réseaux de surveillance de véhicules au monde. Des milliers de caméras reliées entre elles, capables de lire une plaque, reconnaître une carrosserie, suivre un trajet. Ce n'est pas un outil local, c'est un GPS inversé qui reconstitue vos mouvements sans qu'on le sache. Sur le papier, tout paraît vertueux, sécurité, rapidité, efficacité, mais à cette échelle, une question s'impose. Jusqu'où peut-on surveiller au nom de la sécurité? Et quand l'outil commence à en savoir trop, qui garde un œil sur celui qui nous observe? Bienvenue dans cette enquête, une plongée dans un monde fascinant et dérangeant de la sécurité connectée. Ce que vous allez découvrir n'est pas de la science-fiction, c'est déjà là, sur des routes aux États-Unis. Bienvenue dans l'univers de Flock Safety, une entreprise américaine qui en quelques années a transformé un système local de caméras en une infrastructure d'espionnage des véhicules à l'échelle d'un pays entier. Et ce que vous allez découvrir ressemble beaucoup à ce que certains aimeraient déployer partout en Europe. Flock est né en 2017 à Atlanta. Depuis, sa croissance est délirante. Plus de 6000 villes équipées, 49 États et des milliers de caméras, souvent discrètes, parfois alimentées au solaire, posées aux entrées des quartiers ou de la sortie de parkings privés. Le modèle économique est simple. Villes et entreprises louent les caméras pour la sécurité, environ 2000 à 3000 $ par an et par caméra. Les clients, vous l'avez compris, ne possèdent rien, ils s'abonnent à une infrastructure. Sur le papier, la promesse est séduisante. Retrouver plus vite les voitures volées, identifier un véhicule impliqué dans un délit de fuite ou accélérer une enquête de police. La caméra filme, le logiciel lit la plaque, la plateforme remonte l'alerte. Le fondateur, Garrett Langley, raconte que l'idée lui est venue après le vol de sa voiture. Il a découvert que 9 cambriolages sur 10 ne sont jamais élucidés. Flock propose d'inverser cette statistique en créant des indices partout où passent les voitures. Mais voici ce que beaucoup n'ont pas vu venir. Ce qui au départ ressemblait à un outil local est devenu une immense base de données nationale sur les déplacements. Car Flock ne lit pas seulement les plaques, elle construit l'empreinte complète d'un véhicule. Marque, couleur, modèle, autocollant, accessoires, bosse, coffre ouvert, porte-vélo, etc. Chaque détection est horodatée et géolocalisée. Dans une ville très équipée, une simple recherche permet de voir tous les passages d'une voiture comme un GPS inversé. Et grâce au système de partage de données entre services de police, un enquêteur local peut accéder à des informations collectées à l'autre bout du pays. À cette échelle, l'outil change de nature. Alors posons la question qui dérange, quel est le prix de cette efficacité ? Oui, des voitures volées ont été retrouvées, oui, des alertes pour la disparition d'enfants ont été résolues plus vite, mais il existe aussi des dérives. Erreurs d'identification traumatisantes, surveillance d'opposants locaux, contrats votés discrètement par des mairies sans publicité, absence de véritable contrôle démocratique. Et une phrase revient souvent dans la communication de l'entreprise. Nous ne faisons pas de reconnaissance faciale et les données appartiennent aux clients. C'est vrai, techniquement. Mais cela évite une question essentielle. Que permet la centralisation de millions de données de déplacement? Et qui peut y accéder demain? Cette vidéo n'est pas un procès à charge ni un plaidoyer naïf pour la technologie, c'est une mise à plat. Comment fonctionne ce système? Pourquoi il s'étend si vite? Ce qu'il permet et ce qu'il rend possible. La sécurité est un bien commun, la liberté aussi. Avant d'être un outil de surveillance, Flock est surtout une chaîne de traitement automatique de l'image. Sur le terrain, tout commence par une caméra compacte connectée en 4G, installée de façon à surveiller un axe de circulation. Entrée de quartier, rond-point, parking, voie d'accès.
À chaque passage de voiture, elle déclenche une rafale ultra brève d'une douzaine d'images par seconde. L'idée est simple, il suffit qu'un seul cliché soit net pour que la plaque soit lisible. L'algorithme choisit ensuite les meilleures images, ajuste la luminosité, corrige le flou et renvoie le tout à la plateforme centrale. Là, un système de vision détecte la zone probable où se trouve la plaque et d'autres éléments distinctifs, comme des feux arrière, des logos, des stickers, etc. Puis, un logiciel de reconnaissance de caractères déchiffre les caractères de la plaque d'immatriculation. La lecture n'est validée que si le niveau de confiance est suffisant, généralement 90%, et si plusieurs images aboutissent au même résultat. Cette logique de consensus limite les erreurs classiques, confondre un O avec un 0 ou un 2 avec un 7. Mais Flock ne s'arrête pas là. En parallèle, le système d'IA dresse un portrait complet du véhicule, comme nous l'avons déjà dit. Marque, modèle, couleur, autocollant, jantes, galerie de toit, rayures, peinture dépareillée, etc. Résultat, même si la plaque est illisible, le véhicule peut être retrouvé par ressemblance visuelle. Un véritable portrait robot automobile. Chaque détection est datée et géolocalisée, puis rangée dans une immense base de données structurée comme une bibliothèque de mouvement. On peut ensuite interroger cette base de 3 manières. Exactement, montre-moi tout ce qui correspond à la plaque ABC 123 depuis 7 jours. Partiellement, plaque commençant par AB SUV rouge. Par description, camionnette blanche avec une échelle ou berline sombre avec autocollant rouge. La plateforme restitue le tout sous forme d'une carte et de frises chronologiques, retraçant les déplacements seconde par seconde. Et parfois, vous n'avez même pas besoin de chercher. Le système tourne en permanence, surveillant des listes d'intérêt. Alors ces listes d'intérêt, ça peut être des véhicules volés, des personnes recherchées, des alertes enlèvement. Si un véhicule surveillé apparaît, une alerte instantanée est envoyée à la patrouille la plus proche. Ces règles vont plus loin, elles prennent en compte la direction, la vitesse ou la fréquence d'apparition pour éviter les fausses alertes. Exemple concret, à 8h12, une caméra repère un pick-up blanc avec un autocollant rouge. À 8h19, un autre capteur, quelques kilomètres plus loin, détecte le même modèle, même couleur, même détail. Le système calcule un score de correspondance élevé. Alerte. L'opérateur voit la carte, l'image et déclenche la réponse adaptée. 3 éléments rendent cette technologie redoutablement efficace. La multiplicité des indices. En fusionnant plusieurs images et caractéristiques, Flock compense les conditions difficiles, comme la pluie, la boue, une plaque tordue ou mal lisible. La recherche floue. Les témoins se souviennent rarement d'une plaque complète, mais souvent d'une couleur ou d'un détail. Ici, les souvenirs approximatifs deviennent des requêtes probabilistes. Le système classe les résultats par proximité visuelle et textuelle. Corrélation contextuelle. Flock repère aussi les véhicules vus plus souvent ensemble, sur les mêmes trajets ou aux mêmes heures. Ces corrélations de covisibilité permettent de repérer un véhicule suiveur, un complice ou une habitude de déplacement. Prenons un cas d'école. Accident à 7h41, témoin confus, pick-up blanc avec un autocollant rouge, plaque finissant par un 3. On lance une requête floue, le système renvoie 5 candidats. L'un d'eux est apparu 2 fois dans le périmètre au bon moment. En élargissant la recherche, on retrouve le même véhicule la veille, à la même heure, sur le même trajet. L'enquête vient de trouver une piste cohérente. Pas un hasard, pas une intuition, juste une corrélation automatique. Mais évidemment, rien n'est infaillible. Plaque fantaisiste, soleil rasant, reflet, plaque clonée, tout ça perturbe les lectures. Mais plusieurs garde-fous limitent les erreurs. Vérification par plusieurs images, exclusion de combinaisons impossibles en fonction des plaques, baisse de score pour les incohérences, couleur ou modèle ne correspondant pas à la plaque, priorisation des correspondances proches dans le temps et l'espace. En combinant mémoire parfaite, tolérance à l'imperfection et corrélation automatique, Flock fait ce qu'un humain ne peut pas faire, tout retenir, tout comparer et relier les points. C'est cette mécanique, mémoire, flou, corrélation, qui transforme une simple caméra en un outil d'enquête accéléré. Voilà comment une image devient un indice, puis une alerte. Et dans le prochain chapitre, on verra comment un dispositif de quartier s'est transformé en un réseau national de traçage et ce que cela change pour tout le monde.
Ce qui fait la vraie force de Flock, ce n'est pas la caméra, mais le réseau qu'elle alimente. Une caméra isolée ne dit pas grand-chose. Des milliers reliés entre elles deviennent une immense carte vivante du territoire. Au départ, tout repose sur le partage de données. Des accords sont signés entre les communes voisines, puis entre les régions, jusqu'à couvrir la quasi-totalité du pays. Ainsi, une simple caméra installée à la sortie d'un lotissement peut, par effet de réseau, fournir des informations à des centaines de services différents. Imaginez une toile. Chaque ville est un nœud, chaque lien est un accord, et au centre se trouve la plateforme qui fait circuler les données. Le maillage s'entend par étapes. D'abord entre villes proches pour mutualiser les accès, ensuite à l'échelle d'un territoire entier via des accords cadres, puis entre les régions grâce à des passerelles activées au cas par cas, qui, parfois, ne sont jamais refermées. Mais ce n'est pas seulement une question d'accès technique, c'est aussi une question d'inertie administrative. Une fois signé, un accord de partage continue souvent de fonctionner, même quand les élus changent, ou quand l'accès expire, ou est résilié car les priorités évoluent. Et plus un point du réseau partage, plus il diffuse des données aux alentours. Certaines grandes villes ont aujourd'hui accès à des dizaines de milliers de caméras partenaires, publiques et privées confondues. Résultat, une voiture volée peut être repérée des heures plus tard, à plusieurs centaines de kilomètres, simplement parce qu'une petite commune croisée sur sa route possède elle aussi une caméra Flock. Ce n'est pas de la magie, c'est de la densité de maillage. Et ce réseau ne se limite pas aux services de police, des parkings de supermarchés, des centres commerciaux, des résidences privées y participent aussi. Un commerçant victime de vol peut signaler un véhicule suspect. Si la même voiture est repérée sur le parking d'une autre enseigne, même loin, une alerte automatique est déclenchée, souvent partagée avec les forces de l'ordre locales. Pour le client qui charge ses courses dans le coffre, rien ne laisse deviner qu'il vient d'entrer dans une zone de surveillance interconnectée. Sur le terrain, les enquêtes se font souvent à plusieurs niveaux, police municipale, gendarmerie, services nationaux. Mais cette coopération crée parfois des passerelles involontaires. Un accès de courtoisie accordé à un autre service peut devenir une porte ouverte vers des données censées rester locales. Ajoutez à cela des comptes partagés entre collègues, les mots de passe réutilisés, et vous obtenez un réseau où l'on peut consulter bien au-delà de sa zone d'autorité, parfois sans que personne ne s'en rende compte. Quelques exemples concrets montrent la puissance du système. Un véhicule en fuite, repéré après un cambriolage, apparaît 2 jours plus tard sur une aire d'autoroute à 800 km. Un délit de fuite reconstitué grâce à 3 caméras sur des routes secondaires qui permettent de suivre le trajet exact du suspect. Des vols organisés révélés par la détection de plusieurs voitures vues ensemble sur des parkings différents à des dates rapprochées. Ces réussites expliquent pourquoi de nombreux services défendent bec et ongles ce réseau. Mais plus il est dense, plus les erreurs et les failles se propagent loin. Un simple oubli suffit, un partage non désactivé reste accessible, un profil utilisateur trop large voit plus qu'il ne devrait, un accord local ouvre par ricochet des accès à des dizaines d'autres entités. Ce ne sont pas des hypothèses théoriques, ce sont des effets mécaniques d'un réseau interconnecté. Dans une telle architecture, un seul pont mal placé relie 2 régions entières, et s'il tombe, c'est tout le système qui vacille. À petite échelle, Flock aide à retrouver des voitures volées. À grande échelle, il permet de suivre des habitudes de déplacement, de relier des trajets récurrents, de voir des coïncidences que personne n'aurait pu remarquer. Quand on change d'échelle, le sens même des données se transforme, on passe du fait isolé à la cartographie des comportements. Pour éviter les dérives, il faudrait un pilotage clair du réseau, savoir qui accède à quoi, depuis où, jusqu'à quand. Imposer des dates d'expiration automatiques aux accords de partage, tenir un registre des accès interservices, lisible par l'autorité d'origine, et surtout prévoir un bouton d'urgence pour couper un lien en cas d'abus. Sans ce contrôle, on ne parle plus d'un outil d'enquête, mais d'un écosystème de surveillance qui échappe progressivement à ses créateurs. Le maillage est désormais en place. Dans le prochain chapitre, on regardera comment il est utilisé, parfois pour résoudre des affaires, parfois pour contourner les règles. On quitte la théorie, on entre dans le réel. 4 scènes, 4 façons dont le réseau Flock a été utilisé, bien au-delà de ce que les citoyens pouvaient imaginer. Pas de fantasmes, pas de rumeurs, des faits. Et chacun d'entre eux a fissuré un peu plus la confiance du public.
Scène numéro 1, l'immigration. Dans plusieurs villes, des agents ont effectué des recherches à la demande des services fédéraux de l'immigration, sans contrat officiel, simplement entre collègues. À Denver, des associations ont révélé que plus de 1400 requêtes par an étaient liées à ces services, alors même que la municipalité s'était engagée à ne pas coopérer. Pour les habitants, c'est la sidération. On croyait les lignes claires, le vote respecté, et on découvre un détournement silencieux, facilité par le partage interagences. Ce que cela révèle ? Dans un réseau fondé sur la circulation des données, il suffit d'un intermédiaire pour que des informations locales servent des politiques nationales que la population locale rejette. Est-ce légal ? Parfois non. Est-ce traçable ? Pas toujours. Est-ce démocratique ? Jamais. Scène numéro 2, le Texas. Un shérif utilise Flock pour suivre une femme soupçonnée d'avoir avorté en dehors du cadre autorisé. Des dizaines de milliers de caméras consultées, des trajets reconstitués, des croisements d'horaires. L'entreprise dira plus tard que la recherche concernait une personne disparue. Peu importe, le résultat est le même. Un officier a pu suivre les déplacements intimes d'une femme sans mandat dans un état où l'avortement est puni par la loi. Le message envoyé aux citoyennes est glaçant. On peut vous retrouver. Quand un système est conçu pour relier les déplacements, il suffit d'un prétexte pour transformer un outil de sécurité en instrument de contrôle. Le danger ne vient pas d'un mauvais utilisateur, mais d'un réseau trop puissant pour reposer sur la bonne foi de chacun. Scène numéro 3, l'Illinois. En 2025, une enquête officielle révèle que plus de 260 requêtes ont été effectuées par des policiers d'autres États pour accéder à des données locales en violation directe avec la loi. Une petite ville, Mount Prospect, décide alors de tout couper. Retrait des partages nationaux, suspension des accords avec les services fautifs, blocage d'accès externe. Le chef de la police l'admet, il n'avait rien transmis directement, mais la confiance des habitants est rompue. Cette affaire illustre une vérité simple. Une loi peut poser une limite, mais un réseau mal piloté la contourne facilement. Tant que les passerelles restent ouvertes, la frontière juridique s'arrête là où commence le prochain partage autorisé ailleurs. Scène numéro 4, le Kansas. Un chef de police utilise Flock 228 fois en 4 mois pour suivre son ex-compagne et son nouveau compagnon. Aucune enquête, aucun mandat, juste un abus personnel rendu possible par un accès sans contrôle. Résultat, radiation est mise à l'épreuve, mais le mal est fait. Si un chef peut le faire, n'importe quel agent mal intentionné peut tenter sa chance. D'ailleurs, pour un utilisateur malveillant qui s'est fait prendre, combien d'autres restent impunis ? Et ces affaires marquent les esprits parce qu'elles ne concernent pas des célébrités ou des militants ou des politiciens. Elles pourraient arriver à n'importe qui. Ce que ces histoires disent vraiment, c'est qu'elles dessinent 4 lignes rouges franchies. D'abord, le contournement. Quand la loi bloque, on passe par un ami, une task force ou un compte partagé. Deuxièmement, le camouflage. On renomme une recherche pour la rendre plus acceptable. Personne disparue au lieu d'avortement ou immigration ou je suis ma petite copine. Troisièmement, la faille du réseau. La législation locale peut être claire, mais un maillage mal géré la rend poreuse. Et quatrièmement, l'abus ordinaire. Le risque n'est pas réservé aux grands scandales, il touche les affaires privées, intimes, banales. Pourquoi ces cas comptent ? Ces situations ne sont ni des bugs ni des cas isolés. Elles montrent ce qu'un outil devient quand sa précision rencontre une diffusion sans contrôle. Elles posent 2 questions majeures. Pour les décideurs, qui a le droit de demander quoi, sur quelle base, et qui vérifie après coup ? Pour les citoyens, jusqu'où acceptons-nous de financer par nos impôts ou nos achats un système qui peut autant résoudre de crimes que pister des vies ? Et maintenant ? Nous venons de voir comment un réseau de caméras peut dériver selon les usages et les intentions, mais la prochaine étape est encore plus troublante. Et si un outil ne se contentait plus d'exécuter des recherches, mais proposait lui-même des suspects ? Bienvenue dans le chapitre suivant, l'intelligence artificielle proactive. Jusqu'ici, les systèmes d'analyse d'images répondaient à une question humaine : qui a fait quoi, où, quand ? Désormais, c'est l'algorithme qui pose les questions.
Non plus un outil d'enquête réactif, mais une intelligence proactive qui détecte des comportements jugés anormaux et suggère des personnes d'intérêt. Le basculement paraît subtil, mais il change tout. Avant, un enquêteur partait d'un indice pour vérifier une hypothèse. Désormais, la machine fabrique les hypothèses et chacune ressemble à un début de soupçon. Le principe ? Repérer les véhicules vus dans plusieurs régions en peu de temps ou ceux fréquemment associés à d'autres. Sur le papier, c'est utile contre les trafics et les réseaux organisés. Mais dans la réalité, cela attrape aussi le commercial en tournée, l'artisan qui se déplace, les familles séparées entre deux départements ou les covoitureurs du week-end. Le piège du nombre, c'est ce qu'on appelle le piège statistique. Si sur 100 000 véhicules, 10 appartiennent à de vrais criminels et que le système en signale 100, cela fait 90 fausses alertes pour 10 vrais. 9 fois sur 10, les forces de l'ordre partent sur une fausse piste. L'outil n'est pas faux, il est victime de la rareté du vrai, et cette rareté donne l'illusion de la précision. L'IA croise aussi les véhicules, souvent vus ensemble. C'est la covisibilité. Parfois, cela révèle un duo de cambrioleurs, mais souvent, ce n'est qu'un covoiturage, un convoi de chantier, des parents suivant le même bus scolaire. La proximité ne prouve pas la complicité et la culpabilité, évidemment. Et plus on densifie les capteurs, plus la vie ordinaire ressemble à un motif suspect. Cette technologie construit ce que les analystes appellent un pattern of life, une cartographie des habitudes. Pratique pour démanteler une logique criminelle, mais redoutable quand elle reconstitue la vie d'un simple particulier. Le mardi, au club sportif. Le jeudi, à la clinique. Le dimanche, chez un proche fragile. L'algorithme n'a pas d'intention, mais ses résultats dessinent une histoire et parfois une accusation. Chaque alerte porte un score, c'est précis, rassurant, presque scientifique. Et pourtant trompeur. Un score n'est ni un mandat, ni une preuve, c'est une probabilité. Mais dans la pratique, beaucoup la lisent comme une certitude. C'est là qu'on bascule dans ce qu'on pourrait appeler la suspicion automatisée. La machine trie, l'humain valide. Et plus un quartier produit d'alertes, plus on y installe de capteurs, plus on y constate d'incidents mineurs, jusqu'à ce que les chiffres eux-mêmes justifient la surveillance. La prophétie s'autoréalise, le modèle ne décrit plus la réalité, il la fabrique. 3 exemples très ordinaires. L'artisan mobile, camionnette vue dans 3 régions la même semaine avec les mêmes collègues. L'IA parle de réseau itinérant, en réalité des chantiers successifs. Le cas du parent pressé, SUV vu chaque jeudi entre 2 écoles et une clinique. Motif, déplacement multiple suspect. En réalité, un rendez-vous pédiatrique. Le cas du vendeur itinérant, berline grise vue sur plusieurs parkings à horaire fixe, corrélation avec un vol isolé. En réalité, une tournée commerciale. Même quand la donnée est exacte, l'interprétation peut être fausse. Pour éviter cette dérive, un principe des 3 H. L'humain. L'IA suggère, mais c'est un enquêteur qui qualifie, documente ou contredit. Hypothèse. Toute alerte doit rester une piste vérifiable, pas une conclusion. Historique. Chaque usage doit être enregistré, évalué après coup et servir à réajuster le système. Les garde-fous indispensables sont des seuils adaptatifs relevés pendant les périodes calmes pour limiter les fausses alertes, contexte exclu, zone de travaux, métier nomade, jour de match, équité statistique, corriger si certaines zones ou populations sont suralertées, équipe de contre-test chargée de traquer les erreurs typiques. Transparence, toute alerte doit pouvoir expliquer en langage clair pourquoi elle existe. Un algorithme peut trier des signaux, mais il ne doit jamais désigner des suspects. Dans la démocratie, un suspect naît d'actes prouvés, pas d'un schéma séduisant. La vraie question n'est pas l'IA a-t-elle raison, mais qu'a-t-on le droit d'en déduire et qui assume ses erreurs. Le jour où la carte dicte le réel, on perd le sens des deux. L'IA proactive n'est pas un mal en soi, mais c'est un outil d'une puissance inédite, et tout outil puissant peut devenir dangereux. Reste à choisir une sécurité qui prédit nos vies ou une société qui protège nos droits avant ces algorithmes.
Jusqu'ici, on a vu ce que la technologie peut faire. La vraie question maintenant, c'est a-t-elle le droit de le faire? Et surtout, que se passe-t-il quand elle se trompe? Ce chapitre, c'est une boussole. On parle de droit, de proportion et d'un mot qu'on oublie trop souvent, le vécu humain. Le passage devant une caméra, ce n'est rien. Des centaines de passages reliés entre eux, c'est une histoire personnelle. Vos trajets, vos habitudes, vos proches. C'est la différence entre voir quelqu'un une fois dans la rue et le suivre chaque jour pendant des mois. La justice commence à reconnaître cette nuance aux États-Unis. En 2018, la Cour suprême américaine a jugé qu'agréger des données de localisation dans le temps équivalait à une perquisition. Il faut un mandat. En 2021, un autre tribunal a dit la même chose d'un dispositif aérien filmant toute la ville en continu. Suivre tout le monde tout le temps, ce n'est plus de la sécurité, c'est du suivi de population. En 2025, à Norfolk, un tribunal a admis que traquer en permanence les déplacements des habitants sans mandat pouvait violer les droits fondamentaux. Ce n'est qu'une étape, pas encore une condamnation, mais le message est limpide, la surveillance de masse n'est pas neutre, elle demande un cadre, des limites, un contrôle. Ces décisions esquissent des règles de bon sens, obtenir un mandat ciblé avant d'accéder à l'historique d'un véhicule, limiter la durée de conservation des données, interdire les requêtes globales qui scrutent tout un quartier au cas où. L'adjectif est simple, ramener la technologie sous le contrôle de la loi et non l'inverse. Mais le droit ne suffit pas si la machine se trompe, et elle se trompe. À Austin, après 75 millions de plaques lues, le taux de bonne correspondance était de 0,02%. Autrement dit, 99,98% des conducteurs scannés n'avaient rien à se reprocher. Et parfois même, ce 0,02% est faux. Un 2 lu comme un 7, une plaque sale, un reflet, et une famille se trouve braquée par erreur. L'histoire s'est terminée par un dédommagement de 1,9 million de dollars. Ce n'est pas un cas isolé, c'est la loi des grands nombres. Même un système très fiable, appliqué à des millions de gens, produit des drames réguliers. Et dans la vraie vie, un hit algorithmique devient vite un contrôle brutal, un coffre fouillé, une porte défoncée et une famille réveillée à 6 h du matin. C'est un traumatisme durable. Ces technologies prétendent être neutres, mais elles répliquent les biais humains. Installer plus de caméras dans certains quartiers, entraîner les algorithmes sur des données issues de pratiques policières inégales, c'est accentuer les déséquilibres existants. Résultat, plus d'alertes, plus d'interventions, plus de tensions dans les mêmes zones. Et il y a les effets invisibles, la peur d'être suivi. Savoir que ces déplacements sont enregistrés change les comportements. On renonce à une réunion syndicale, on évite un lieu de culte, on reporte un rendez-vous médical sensible. On se dit « Et si mon passage déclenchait une alerte ?» Ce n'est pas une hypothèse théorique, c'est le quotidien, discret, d'une surveillance intériorisée. 4 principes d'équilibre. Proportionnalité. Une caméra doit répondre à un problème précis avec un objectif mesurable. Deuxièmement, permission. L'accès à l'historique doit passer par un mandat ou une base légale stricte, pas une pêche au hasard. Troisièmement, preuve. Un score algorithmique n'est pas une preuve, seulement une piste. Quatrièmement, purge. Effacement rapide des données non liées à une enquête avec journalisation et audit indépendant. La sécurité publique ne justifie pas l'abandon de la vie privée. Elle impose de prouver à chaque fois que l'atteinte est nécessaire, ciblée, limitée et contrôlée. Retenez une phrase, surveiller tout le monde pour attraper quelques-uns, ce n'est pas un équilibre, c'est une dérive. Et une dérive, cela ne se corrige pas avec des caméras supplémentaires, mais avec du droit, de la transparence et le courage politique de dire non quand la technologie dépasse la mesure. Le diagnostic est posé, reste à décider. Une ville n'a pas seulement un problème de sécurité à résoudre, elle a un contrat social à préserver. Alors que faire maintenant avec Flock et plus largement avec la surveillance routière pilotée par IA ? Option 1, moratoire, mettre en pause là où le cadre n'existe pas. Si votre commune n'a ni règles publiques, ni évaluation régulière, ni instance indépendante de contrôle, la seule décision responsable est d'arrêter temporairement le temps de reprendre la main sur l'outil. Concrètement, stopper tout nouvel achat, lancer un audit public, préparer une sortie propre.
Ce n'est pas être contre la police, c'est refuser qu'une technologie opère sans pilote ni règle. Option B, conserver mais sous contrôle démocratique. Si vous gardez le système, gardez-le au service des citoyens, pas de l'automatisme. Clause à durée limitée, chaque autorisation s'éteint si elle n'est pas revotée. Quota clair, nombre maximal de recherches nominatives par service. Au-delà, un vote est obligatoire. Zone de non-suivi, écoles, hôpitaux, lieux de culte, refuges, automatiquement exclus des historiques, sauf mandat. Pas de pêche aux infos, interdiction de requêtes type « tous les véhicules passés ici entre 19h et 22h ». On recherche un fait, pas une population. Option C, réorienter vers la sécurité non intrusive. On l'oublie trop souvent, la prévention la plus efficace n'a pas besoin de surveillance nominative. Urbanisme intelligent, éclairage public, ralentisseur, visibilité au carrefour, tout ce qui réduit les délits d'opportunité sans collecter de données. Actions ciblées, coffre de livraison sécurisé, marquage anti-vol des plaques, campagne de sensibilisation. Données ouvertes et anonymes, cartographier les zones d'accident ou de vol sans identifier les personnes. Avant toute décision, le test des 3 C. Clarté, pouvez-vous expliquer publiquement, en 2 phrases, quel problème vous voulez résoudre et comment vous saurez que ça marche. Si c'est pas clair, n'acceptez pas la caméra, lancez une étude. Deuxièmement, les comptes. Chaque mois qui publie le nombre de requêtes, la part refusée, la durée réelle de conservation et le taux d'erreur. S'il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de contrôle. Troisièmement, capacité à revenir en arrière. Pouvez-vous, en 30 jours, désactiver les partages, effacer les données inutiles, résilier sans pénalité? Non. Sinon, vous ne maîtrisez pas l'outil, c'est lui qui vous maîtrise. En conclusion, floc ou pas floc, IA ou pas IA, la vraie question est civique. Quelle ville voulons-nous ? C'est celle qui piste d'abord et s'explique ensuite, ou c'est celle qui débat, mesure, corrige et rend des comptes? La sécurité n'est pas un réflexe technique, c'est un choix collectif. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour participer à ce choix. Dans votre conseil municipal, votre entreprise ou votre quartier, la prochaine décision ne sera pas technologique, elle sera démocratique, elle vous appartient. In the silence after questions asked, a gentle tide washes burdens past. Every shadow yields before the light. We gather strength for choices right. Hope is rising in the quiet air. Reflections shimmering soft and rare. Our voices blend in chorus of together. Mystery